Le montant du luxe, c'est pas le même à Genève qui va être à Yverdon, qui va être à Neuchâtel, qui va être à Zurich ou autre. Donc, si vous venez à me poser la question de à partir de combien on fait du luxe, eh ben, je vous répondrai que ça serait totalement faux de se dire, et c'est aussi ça qui nous a conduit à avoir une démocratisation de la marque en disant on fait de tout avec cette marque, parce que ça devenait compliqué. Puisque qu'est-ce qui est du luxe aujourd'hui? Une maison à 2 millions à Yverdon, c'est du luxe. Une maison à 2 millions à Genève, je vous laisse imaginer que c'est pas forcément du luxe. On a signé une très belle vente hier matin, 17 millions pour un appartement, donc ça nous prouve que le marché est pas mort. Donc voilà, non, il y a effectivement des ventes plus ou moins marquantes. On a signé des très beaux chalets à plus de 30 millions, 35 millions, des maisons aussi, donc voilà, et puis des blocs, des immeubles à 130 millions, 140 millions. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir Monsieur Jérôme Félicité, président du groupe Barnes et Girofinance. Bonjour Jérôme, merci beaucoup d'avoir accepté de faire l'épisode. Bonjour Edouard. Vous allez bien ? Impeccable. Magnifique. Alors, on va parler principalement de Barnes aujourd'hui. Oui. Dans cet épisode. Peut-être d'abord racontez-nous rapidement du coup le parcours. Sauf erreur, ça a commencé avec Girofinance. Alors oui. Peut-être en 2 mots et puis ensuite après on se concentre Alors sur côté Barnes, en fait c'est notre entité service des ventes, on va dire département vente et société indépendante du groupe chez nous. Donc en fait, à l'époque, ça s'appelait Girofinance Courtage, qui était dédié effectivement essentiellement aux ventes de luxe, ventes commerciales, ventes résidentielles. Et puis, il y a une dizaine d'années, un peu plus, j'ai fait la rencontre de Thibaut de Saint-Vincent, qui était le président de Barnes International et propriétaire, qui nous a été présenté par un ami commun à Paris, et on a décidé d'implanter Barnes en Suisse romande avec différentes étapes. Au départ, connoté très luxe chez nous, avec 2 marques, en fait, une marque Girofinance pour le courtage en plus de la gérance et autres, et puis après Barnes pour le luxe, et puis l'association a évolué, la paternité de la marque aussi, et donc on a décidé chez nous, puisque le courtage, donc la vente et l'achat et la promotion prenaient une importance certaine, d'en faire une SA indépendante du reste des métiers du groupe, et avec finalement l'idée d'exploiter ce nom pour, on va dire, de 0 à 100 millions. Comme c'est finalement dans le reste du monde pour le nom de Barnes qui fait effectivement essentiellement de la vente, mais pour des châteaux, des immeubles, des studios, des appartements, des maisons de vacances et autres. Ok, ouais. Ça date de quand ça? Les débuts de Barnes? La marque segmentée, enfin non segmentée on va dire, avec de tout, ça date d'il y a 3 ans ou 4 ans. Ok, d'accord. Ah oui, c'est tout récent ça. Donc chez nous, 2 marques, une marque pour la gestion et une marque pour le courtage. Ok, ouais. Et puis, du coup, maintenant, vous êtes combien chez Barnes? Une centaine. Barnes Suisse romande, une centaine. Suisse romande. Une centaine de personnes. Avec quels emplacements? Vous êtes dans tous les cantons là maintenant? Oui, on est dans tous les cantons suisses romands et on a effectivement 22 agences à peu près, succursales qui font de la vente. Ok. 22 agences, ouais. Et puis, alors Barnes fait que du courtage ou de la location aussi? De la location résidentielle. Location résidentielle. C'est-à-dire, en fait, Barnes a cette connotation internationale, nationale et régionale. Et donc, on exploite de la location résidentielle sous ce nom aussi quand on a besoin de faire du courtage en location et qu'on a besoin d'aller chercher du client étranger aussi qui vient se domicilier. Donc, avec, en fait, finalement, une connotation très internationale du nom avec des référencements et des affiliations à l'étranger. Donc, typiquement, pour toucher des diplomates, toucher des gens qui viennent s'installer au forfait en Suisse ou autre. Voilà. Ok, ouais. Oui, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant avec l'extra-luxe. Et je me suis toujours posé la question, notamment chez Barnes aussi, c'est au final, les prix sont très importants. C'est très souvent des propriétés qui sont du coup très grandes, qui ne sont pas disponibles pour les personnes domiciliées à l'étranger. Et donc, vous, c'est principalement c'est de la clientèle étrangère qui vient s'installer en Suisse. Pas seulement. Il y a des Suisses qui achètent aussi. On a des Suisses qui achètent, bien heureusement. On a des internationaux, on a des gens au forfait, on a des gens au régime normal, on a de la vente aux étrangers aussi, de la résidence secondaire, puisqu'il en reste un peu. Enfin voilà, on a un peu de tout. Mais évidemment que les ventes de luxe sont essentiellement aussi attirent des forfaitaires fiscaux qui viennent se domicilier en Suisse. Donc effectivement, comme vous le dites, en termes de législation,
avec des mètres carrés, notamment au niveau des terrains, qui ne peuvent pas excéder un certain volume ou une certaine taille. Puis après, il peut y avoir des dérogations, notamment dans le cadre diplomatique des ambassades, des missions, de ces genres de choses. Ouais, ok. Et puis, pour avoir cette expérience très très large dans l'immobilier maintenant avec toutes ces années, c'est quoi la grosse différence entre les marchés très très spécifiques du luxe, de l'extra-luxe, et puis les marchés plus ou moins normaux, quoi? Parce que maintenant, Barnes s'est ouvert un peu à tout. Oui. Je pense que c'est la façon de travailler, c'est-à-dire, comme j'ai toujours dit, je pense qu'il y a des courtiers qui sont très bons pour faire du moyen de gamme, d'autres pour faire du haut de gamme, d'autres pour faire de la promotion, de la vente sur plan, des immeubles, des commerces. C'est pas le même métier. Ouais. C'est un métier qui est proche, avec des affinités qu'on peut avoir, puis des formations aussi complémentaires. Donc effectivement, il faut faire un peu de tout. Je pense que ça, c'est les bons courtiers font un peu de tout. Puis après, on a des secteurs de prédilection qu'on va exploiter pour certains. Puis après, il y a la régionalité aussi. Le montant du luxe, c'est pas le même à Genève qui va être à Yverdon, qui va être à Neuchâtel, qui va être à Zurich ou autre. Donc, si vous venez à me poser la question de à partir de combien on fait du luxe, je vous répondrai que ça serait totalement faux de se dire, et c'est aussi ça qui nous a conduit à avoir une démocratisation de la marque en disant on fait de tout avec cette marque, parce que ça devenait compliqué. Puisque qu'est-ce qui est du luxe aujourd'hui? Une maison à 2 millions à Yverdon, c'est du luxe. Une maison à 2 millions à Genève, je vous laisse imaginer que ce n'est pas forcément du luxe. Ça peut être du moyen de gamme. Donc, c'est compliqué de segmenter une marque avec des régionalités. Ouais, ok. Et puis, vous faites aussi du commercial, donc industriel. Oui, bien sûr. Ce genre on a Barnes Commercial, qui est une entité importante avec à peu près une trentaine de collaborateurs, où on ne fait que de la vente d'immeubles, que du conseil, que de la location commerciale, de bureaux, d'artisanat, de l'étude de sites industriels en reconversion, du pilotage d'opérations commerciales. Enfin voilà, on fait pas mal de choses, mais dédiées essentiellement à ce qu'on appelle les immeubles d'habitation, mais les immeubles commerciaux aussi, sur la vente, l'achat et la mise en valeur. Ok, d'accord. Par rapport à l'évolution du marché actuel maintenant, moi j'ai une grosse expérience de base dans la résidence secondaire, principalement en Valais, dans les stations de ski, et donc en courtage. Et c'est vrai qu'on a toujours dit que les taux d'intérêt touchaient peut-être un peu moins le marché de la résidence secondaire, parce que les gens n'avaient pas forcément besoin de la banque, ou moins besoin. Est-ce que vous en pensez quoi de ça? Alors, par rapport à l'expérience de Barnes, qui touche un peu à tout. Je crois qu'on a, on a quand même. Alors après, maintenant, ce que je vous dis aujourd'hui va peut-être être différent Bien sûr, que ce que je vous aurais dit il y a un an, en fonction des taux d'intérêt qui montent. À l'époque, en tout cas, nous, on voit énormément de propriétaires acquéreurs en montagne, donc en résidence secondaire, qui vont quand même prendre une partie en hypothèque. Oui, maintenant que les taux sont moins intéressants, les gens le faisaient aussi pour des questions, soit de fonds propres, si on est dans des montants peut-être un peu moins importants, mais également aussi en termes de fiscalité, puisqu'il y a des déductions qui peuvent se faire, qui sont intéressantes dans le cadre des déclarations fiscales. Donc on a un peu de tout. Je pense qu'il ne faut pas avoir une règle carrée là-dessus, en disant... nous, on a même des gens qui n'auraient pas forcément besoin de l'hypothèque dans des acquisitions à 15 millions, 20 millions, 10 millions, puis qui prennent quand même une partie en hypothèque. Leur banquier, leur fiscaliste leur conseille de le faire. Ah, exactement, mais dans le marché actuel un petit peu spécifique, avec l'augmentation des taux, on se dit que potentiellement le marché du luxe, ou bien de la résidence secondaire, évidemment, qui est aussi associé, est moins touché directement par l'évolution des taux, par l'augmentation des taux. Quand même, parce qu'en fait, finalement, avec des taux historiquement bas à 0,5 ou 1% ou 1,2%, il était intéressant de prendre un peu de fiscalité, d'hypothèque, de s'endetter pour avoir des déductions fiscales qui étaient plus importantes. Maintenant, c'est sûr, avec des taux qui approchent les 3% sur du 10 ans ou autre, c'est sûr que ça devient un peu moins intéressant. Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, par rapport à ça, donc j'en ai parlé dans pas mal de podcasts pour avoir l'avis des professionnels qui sont dedans tout le temps. Parce que je me suis dit personnellement, on voit d'ailleurs maintenant, il y a un freinage des transactions, du nombre de transactions maintenant, partout en Suisse romande. Et je me suis dit, c'est à cause de l'évolution des taux, c'est simplement que les acheteurs maintenant aujourd'hui se posent à 2 fois la question, est-ce que c'est mieux d'acheter ou bien je continue de louer par rapport à avant. Oui. Et puis je ne sais pas comment vous voyez depuis l'intérieur par rapport à l'année passée, qu'est-ce qui a changé dans la tête des acheteurs? Alors ce qui va mieux, je vais vous dire, à titre personnel, je trouve ce qui va mieux, c'est qu'on est moins dans une période d'incertitude. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas l'incertitude. Ouais. On a eu une période très compliquée en automne dernier, puisqu'en fait, finalement, les gens ne savaient pas ce qui allait se passer. Quand les gens ne savent pas ce qui va se passer, ils ont une posture attentiste. Aujourd'hui, on sait où on va. On a vu l'augmentation des taux au mois de mars.
On pense à juste titre qu'il y aura encore une petite augmentation au mois de juin, puis on espère que ça va redescendre derrière pour combattre l'inflation. Donc oui, mais on sait où on va. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a eu un frein. Maintenant, il y a une situation qui ne change pas de loin en Suisse romande, c'est le problème du logement. Les gens n'arrivent toujours pas à se loger, que ce soit de façon locative ou à l'acquisition. Et donc, automatiquement, les gens achètent encore. Ils achètent dans un process qui, aujourd'hui, dure plus longtemps avec la banque, puisque les banques sont aussi plus frileuses aujourd'hui. On fait attention. Puis aujourd'hui, effectivement, on parle d'inflation. Donc, disons, je ne pense pas que les salaires arrivent à suivre la courbe de l'augmentation inflationniste qu'on a en termes de consommation. Donc, automatiquement, on a encore un petit décalage et c'est sûr que ça n'a pas amélioré, on va dire, le nombre de transactions. Au contraire. Ouais. Point de vue construction d'ailleurs, c'est vrai qu'on construit en pratique de moins en moins depuis quelques années là. On voit la courbe qui descend, qui descend, qui descend. Ouais. Et ça va pas vers le bon. C'est vrai que j'ai vu encore une émission, c'était hier ou avant-hier je crois, si je me trompe pas, avec le taux de logement vacant à Zurich qui était de 0,01, enfin un truc de fou quoi. Vous sentez comment ça l'évolution ici dans un groupe comme celui-là? Alors si je vous prends comme exemple le canton de Genève, j'ai aussi lu un article la semaine dernière sur le record des autorisations non délivrées, donc on doit être à peu près je crois à 500. Donc ça facilite pas non plus les affaires et les choses, on a des permis avec des délais légaux en principe de 30 jours auxquels le département devrait répondre. On est largement toujours plutôt à 60, 90, 120 jours dans les délais de réponse, donc ça freine les processus. Et puis c'est vrai qu'on sent qu'on ne nous facilite pas la tâche pour construire dans des zones tout à fait normales, sans déroger à rien, en appliquant juste la loi. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, ça, plus le renchérissement des coûts de la construction, plus la complexité, la transition énergétique, les nouvelles lois ou autres, il est évidemment plus difficile de construire qu'il y a 5 ans ou 6 ans. Bien sûr. Et ça ne va pas vers le plus simple. Non, malheureusement pas. C'est clair. Chez moi, j'ai reçu du coup ma première autorisation de construire là, il y a une dizaine de jours. Là. On l'attendait depuis une année, quoi. Sans opposition et sans dérogation. Quoi. Formidable. Rapidement sur la communication de Barnes, j'ai vu que vous étiez très actif sur les réseaux sociaux maintenant, où je vois passer de plus en plus souvent. C'est très bien. Et du coup, comment est-ce que vous ressentez ça, l'utilisation des réseaux sociaux dans l'immobilier? Parce que moi, je dois dire que du coup, je fais énormément de réseaux sociaux. Et puis, j'ai pas simplement de courtiers qui m'ont demandé et qui me demandent encore maintenant quel est l'intérêt de les utiliser. Tout en sachant que en général faire des vidéos sur TikTok, Instagram, c'est pas forcément des propriétaires qui ont ces réseaux sociaux qui sont là directement et qui vont directement acheter ou appeler et générer des leads à travers les réseaux sociaux. C'est sûr que quand j'ai commencé il y a plus de 20 ans, je vous assure qu'il n'y avait pas tout ça et qu'on vendait les promotions et on vendait la façon de savoir vendre de façon très différente. Donc je crois qu'aujourd'hui il faut vivre avec son temps. Et donc je pense qu'effectivement les réseaux sociaux sont une composante importante du marketing. On a la chance d'avoir un excellent service par rapport à ça, avec beaucoup d'idées et autres, et on se doit d'aller je pense aujourd'hui, vous savez, on a énormément de clients qui ont passé 65 ans, 70, 80, qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter. Donc, on doit se servir aujourd'hui, nous, de ces réseaux sociaux pour transmettre une information, communiquer des succès aussi, communiquer des offres. Enfin, je crois que c'est un média qui est différent que le média papier, auquel je crois aussi toujours beaucoup, et puis qui est là pour effectivement accompagner l'effort de vente. Ouais, tout à fait. Donc, on y croit. Donc vous allez continuer alors? Oui. Ça fonctionne. Contraint et forcé, on va continuer. Est-ce que d'un point de vue courtage toujours par rapport à Barnes, c'est où déjà la première fois, donc quand vous avez lancé Barnes Switzerland ici en Suisse romande, c'est où vous avez ouvert au début? Alors, on n'a pas ouvert, on était déjà ouvert. Genève, Lausanne, Le Valais, Vevey étaient déjà ouverts. C'était déjà des agences existantes. Donc, on avait déjà notre service vente. On l'a juste rebrandé différemment avec du Barnes. On l'a complété en fait à l'époque. Puis après, on a rebrandé toutes nos agences en étant Barnes. Ok. Ouais. Bon, ça s'est développé très rapidement. Ouais. Typiquement, en Valais, vous avez une grosse présence dans les stations de ski.
On a une présence à Crans-Montana, on a une présence à Zermatt, on a une présence à Verbier, on a une présence à Gstaad. On rayonne sur les autres stations aussi comme Villars, Lézin, Champéry, Morgin. On a une présence à Megève, à Courchevel. Donc oui, effectivement, on a une forte présence avec une offre montagne qu'on appelle une offre montagne, puisqu'on voit que les gens, ça leur arrive souvent de changer de station de temps en temps, ou leurs enfants. Et donc c'est important, parce que c'est un marché très dynamique dans lequel on a beaucoup investi et auquel on croit beaucoup. Et vous ne faites pas de la location courte durée, hein? Si, on fait de la location saisonnière dans certaines agences. Okay. Comme à Gstaad, comme à Verbier, comme à Megève, où il y a de la location saisonnière, il y a de la location à la semaine, et puis on commence à continuer à développer toutes ces systématiques dans les autres stations. Ok. Vous faites aussi du courtage en plaine, hein, en Valais? Oui, pas du tout. Oui, oui, tout à fait. Oui, bien sûr, à Sion, à Martigny, à Montaix bientôt, enfin voilà. Ok, et du coup, vous avez différents courtiers pour la plaine et la montagne ou rien à voir? Ou c'est tout à fait. Ok, ouais. d'accord. On a segmenté ces marchés, enfin ils sont en interconnexion, mais c'est différent. Le marché de montagne est un marché très spécial qu'il faut très bien connaître, très local, très régional. La clientèle Verbier n'est pas celle de Crans, qui n'est pas celle de Zermatt, les prix non plus. Ouais. Donc il faut une expertise très fine de ce marché, il faut être très local. Et on a la chance d'avoir depuis un certain nombre d'années des courtiers très fidèles, avec des responsables d'agence aussi qui nous aident beaucoup et avec lesquels on tisse un maillage important. Ouais, c'est vrai que je le répète très souvent que le marché de la résidence secondaire, ma foi, il est extrêmement spécifique. Oui. Déjà en Valais, et l'immobilier en général, c'est extrêmement micro-situationnel. Donc on peut avoir des quartiers avec des prix qui sont bien différents d'un autre quartier dans la même ville. Totalement. Donc c'est très compliqué, je trouve, de généraliser un prix par mètre carré dans une région, dans une ville. C'est finalement, vous savez, pour moi, c'est relativement simple. Vous prenez l'exemple de Paris. Ouais. À Paris, vous avez le marché du 6e qui n'est pas celui du 7e, du 18e, du 11e. Et finalement, des fois, à un arrondissement près, on a des prix très différents. À une rue près, c'est exactement la même chose à Genève qu'à Lausanne, à Neuchâtel. Et je pense que c'est encore plus probant dans des stations de montagne. Et je me suis jamais expliqué ça. Je me suis jamais expliqué qu'il y ait une différence aussi importante entre des prix de terrain à Verbier et à Crans, par exemple. Donc voilà. Donc je pense que effectivement, être des bons courtiers, c'est pas expliquer et faire le marché, c'est le suivre. Et c'est à nous de savoir suivre les tendances et les appliquer. Pour conseiller au mieux nos clients, qu'ils soient tant vendeurs qu'acheteurs. Ouais, bien sûr. Très compliqué d'être spécialisé partout aussi. Oui. Et en Valais, c'est extrêmement marqué, surtout dans les stations de ski. Oui. C'est clair qu'on a une différence de marché complètement dingue entre Crans, qui est très très international, Verbier aussi, Nanda beaucoup moins, par exemple. Anzère beaucoup moins, très suisse. Donc ça, c'est des marchés qui sont sur les mêmes domaines skiables. Ils sont à quelques voitures. Non, mais Verbier, Nanda, par exemple. Bien sûr. C'est le même domaine skiable, il n'y a rien à voir. Non, mais pas le même village. Ah, exactement, tout à fait. Aujourd'hui, Barnes, c'est quel type d'objet en termes de courtage que vous maîtrisez le mieux dans la vente? Véritablement de tout. On a des départements spécialisés, des projets neufs, on a le luxe, l'hyperluxe, comme vous disiez tout à l'heure, on a de la résidence secondaire, de la montagne, on a vraiment des biens d'investissement aussi, des studios, des 2 pièces, des objets de rendement, donc qui n'intéressaient pas tellement les acquéreurs il y a une quinzaine d'années ou une dizaine, mais que quand le marché boursier s'est inversé, on arrivait avec nos taux aux alentours de 3% qui commençaient à intéresser les gens. Donc on a vraiment de tout. Ok. Et est-ce que donc Barnes fait du courtage, mais la partie développement, du coup, ça n'a rien à voir avec Barnes? Alors non, c'est-à-dire Barnes fait de la vente, de la vente sur plan, et puis on aide les secteurs et les départements de développement chez nous et promotion. C'est-à-dire Barnes vend les projets qui sont développés par des sociétés du groupe ou des clients du groupe voilà. Mais on fait du courtage, de l'achat et de la vente. On ne porte aucune opération financièrement chez Barnes. D'accord. Ouais. Vous êtes combien maintenant d'ailleurs dans le groupe? Dans le groupe, de façon générale, globale, on est à peu près 700. 700 en Suisse romande? Uniquement en Suisse romande. Uniquement en Suisse romande, Ok. Wow. Est-ce que c'est quoi la vente la plus si vous deviez avoir une vente que vous avez en tête encore, que vous avez fait réaliser avec Barnes, la plus satisfaisante? Alors c'est pas une vente que j'ai réalisée avec Barnes, c'est une vente que j'ai réalisée à l'époque quand j'avais Sotheby, et il y a très longtemps. Donc c'était une de mes premières très grosses ventes à l'époque. C'est une propriété que j'ai vendue le 24 décembre, figurez-vous. Pour à peu près 25 millions. Je devais avoir à l'époque 26 ans ou 25 ans. Et je me rappelle, puisque cette propriété s'est revendue 80 millions une dizaine d'années après.
un milliardaire suisse. Et donc, c'était assez drôle. Mais c'était quoi comme type de propriété ça? C'est une grande propriété bord de lac. Ah, mais une propriété. Une propriété, okay. une maison. Ouais. Mais qui s'est vendue la première fois à 24 millions, la deuxième fois, je crois, à 78 millions et la troisième fois à 83. 84. Pour la même propriété qui n'a pas changé, si ce n'est d'avoir quelques rénovations. Qui a pris un peu de vétusté. Exactement. Donc, oui, c'est des ventes qui restent. Et puis après, effectivement, on en a beaucoup. On a signé une très belle vente hier matin, 17 millions pour un appartement. Donc, ça nous prouve que le marché est pas mort. Donc voilà. Non, il y a effectivement des ventes plus ou moins marquantes. On a signé des très beaux chalets à plus de 30 millions, 35 millions. Des maisons aussi. Donc voilà. Et puis des blocs, des immeubles à 130 millions, 140 millions. Donc, non, tout à fait. Alors, je dis toujours qu'en étant agent immobilier, on peut écrire des livres. Puisque c'est vrai qu'on a la chance de rencontrer beaucoup de monde, de personnalités intéressantes et des profils de tous bords. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, dans le groupe, que ce soit Barnes ou bien le reste du groupe, c'est quoi le plus compliqué dans le business lui-même? C'est plutôt de trouver des gens ou bien de trouver des choses à faire? Alors, pour vous répondre avec beaucoup de prudence, mais vous répondre très clairement, c'est la gestion des ressources humaines. Ouais. Le plus difficile. Donc, ça peut englober le fait de trouver des gens. C'est de gérer des personnes, puisqu'on est des sociétés de services. Et je dis toujours que sans les collaborateurs, on ne fait rien. Mais sans les clients non plus. Mais voilà, oui, c'est dur de trouver. Je pense qu'on essaye d'avoir une certaine image, on essaye d'avoir un ADN. Donc, effectivement, on peut développer tous les algorithmes qu'on veut, tous les supports, tout le marketing qu'on veut, sans les personnes derrière, sans la qualité des courtiers qu'on peut avoir, des experts ou autres, on ne fait pas grand-chose. Donc, il faut réussir à donner envie aux gens de rester, de venir avec nous, d'avoir des projets et autres. Okay. Et puis après, évidemment, il faut aussi les biens, parce que sans biens, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de vente, en tout cas. Ouais, ça, c'est sûr. Vous êtes, d'ailleurs, c'est le nerf de la guerre des courtiers. Ça. Oui. Ça fait combien de temps, d'ailleurs, que vous êtes arrivé dans ces locaux-là, maintenant, ces nouveaux locaux? On vient de déménager au mois de décembre dans cet immeuble et dans ce quartier qu'on a entièrement construit, piloté, qu'on gère et autres. Donc là, c'est le siège. Et puis après, on a des agences, comme vous le savez. Nos agences de vente sont plutôt au centre-ville. On essaye d'avoir des emplacements, ce qu'on appelle des emplacements premium, à Genève, à Lausanne, mais à Nyon, à Rolle, à Vevey, à Montreux, à Neuchâtel. On essaye d'avoir des très beaux emplacements puis d'aller à la rencontre des clients. Ouais, tout à fait. Pour ceux qui nous écoutent, on est du coup dans le nouveau quartier de l'Étang à Genève. Voilà. Très très grand quartier d'ailleurs. C'est combien de logements en tout ici qui se construisent dans le quartier? C'est 1200. 1200 logements. 1200 appartements, puis après plus de 250 000 mètres de commerce, hôtels, bureaux, administratifs, parking, résidence étudiante, résidence senior, voilà. Ok. Tout. Pour Barnes, c'est quoi les objectifs pour la suite maintenant? Donc vous êtes quand même bien implanté ici. Aujourd'hui, c'est continuer à se développer de façon intelligente, offrir des nouveaux services à nos clients, les aider à... On a, je pense, une forte propension à continuer notre développement en Suisse alémanique et en Suisse italienne aussi, parce que le maillage du territoire roman est quand même déjà bien complet pour nous. Et puis, on a quand même beaucoup d'interactivité entre la Suisse alémanique et la Suisse romande, donc servir au mieux nos clients et continuer effectivement à développer des supports différents. Ok. Continuer le développement en Suisse. Ok. Oui. Et puis, je voulais dire un petit mot par rapport à la formation immobilière. C'est un truc qui me tient à cœur. J'ai fait d'ailleurs un épisode avec Olivier Perrault de l'USPI Formation tout récemment. Comment est-ce que vous faites, vous, à l'interne chez Barnes pour la formation? C'est des gens vous avez une formation interne, j'imagine? Alors, on a de la formation interne, mais on accompagne nos collaborateurs, que ce soit dans la gérance, mais aussi dans le courtage aussi, avec les formations qui font partie des associations fêtières dont on fait partie. Ouais. Donc, on aide. Il y a les brevets de développeurs, aussi au niveau du SFIT ou de l'USPI. Et puis après, il y a des formations continues, il y a le brevet, il y a plein de choses qui existent. Et on a un label formation chez nous. Donc, on accompagne, dans le cadre de notre département qualité ou autre, les gens à se former, à financer ça, à les aider, à les accompagner dans leur carrière. Ouais. Est-ce que vous avez vu que vous vivez ça aussi de l'intérieur et que vous avez vécu l'évolution un petit peu du courtage immobilier aussi? Ça a beaucoup changé depuis le début. Oui. Est-ce que vous pensez que une formation de base devrait être obligatoire, que ça devrait se professionnaliser ou pas forcément? Non, alors c'est un vaste sujet. Je pense que effectivement, si vous faites référence à la carte professionnelle, par exemple en France, qui est quelque chose sans lequel vous ne pouvez pas exercer, je pense que c'est une bonne chose. Après, je pense qu'il faut faire attention avec ce que j'appelle souvent l'interventionnisme étatiste. Plus l'État rentre, plus on légifère, plus on complique les choses. Par contre, effectivement, qu'on puisse arriver à protéger nos métiers, à développer une carte comme on l'avait fait au niveau de l'USPI dans le canton de Genève, avoir une sorte de carte, à montrer. Il y a beaucoup de campagnes
qui sont en train de se mettre sur pied pour valoriser notre métier, pour montrer aux gens que finalement le métier de courtier est un métier pour lui-même, avec une formation. Ça requiert une expertise et on ne s'improvise pas courtier du jour au lendemain comme on en voit énormément aujourd'hui sur le marché, sans parler non plus du courtage au rabais qu'on voit beaucoup surgir aujourd'hui avec des forfaits ou des taux à 0,5%. Je pense que le bon marché coûte cher, comme je dis souvent. Et donc, en fait, le courtage est un métier qui requiert une formation. Oui, tout à fait. Ouais. Mais est-ce que c'est suffisamment protégé en Suisse ou pas? Non. Okay. Non, pas suffisamment. On aurait beaucoup de choses qu'on pourrait mettre sur pied pour aider à effectivement la protection du métier. Oui, absolument. Je suis assez d'accord avec ça. Comment est-ce que vous voyez vous, l'évolution du marché immobilier maintenant? Peut-être d'abord plutôt standard, peut-être après ensuite un petit mot sur le luxe. Alors j'ai envie de vous dire, sur le marché standard, on est essentiellement lié au marché bancaire, au marché hypothécaire. Si vous n'avez plus d'accès au marché hypothécaire, vous n'avez plus l'acquisition. Et puis dans le luxe, j'ai envie de vous dire, on est plus lié aux conditions juridiques drastiques d'installation et de la vente aux étrangers, c'est-à-dire aujourd'hui, tant que les forfaits fiscaux existent en Suisse, on aura toujours un marché du luxe qui va quand même se maintenir. Tant qu'en termes de fiscalité, on arrive à retenir les Suisses en Suisse, on arrivera à maintenir un marché du luxe. Le jour où les conditions drastiques de fiscalité, comme on le voit à Genève avec des votations au mois de juin, arrivent sur la table avec des projets de loi pour élargir le spectre de la fiscalité, notamment sur l'impôt sur la fortune, on va faire partir les gens. Si on a des nouveaux projets de loi qui sont déposés au niveau des chambres à Berne pour une abolition du forfait ou autre, on verra partir les gens ou on ne les verra plus venir. Donc le marché du luxe, il est plutôt lié à un cadre légal et il ne faut plus qu'on ait une incertitude fiscale. Et puis sur le côté du moyen de gamme, c'est plutôt lié au marché bancaire et à la possibilité d'avoir accès à ça. Ok. Par rapport aux taux, parce qu'au début, quand les taux ont commencé à augmenter, j'ai eu pas mal de commentaires et de messages qui disaient nouvelle vague de vente aux enchères en Suisse, ça va arriver, etc. J'ai toujours maintenu le même discours qui était plutôt vers le non, évidemment que non, parce que pour moi les prix vont pas chuter. Et puis pour une deuxième raison qui est que les banques sont quand même assez conservatrices par rapport au financement et font leurs calculs assez stricts. Alors le taux théorique, on l'a pas encore atteint. Donc tant que le taux théorique n'est pas atteint, on n'aura pas de problème de défaut de payant, à mon sens, sur le papier. De façon théorique. Ouais. Mais j'insiste quand même là-dessus, parce qu'aujourd'hui, vous rajoutez 2 points sur imaginons un crédit hypothécaire à 1,5 million. Vous rajoutez 2 points de plus de base, c'est 30 000 francs par année de plus dans le marché, dans le panier de la ménagère du marché moyen d'un couple ou d'une famille. Aujourd'hui, les impôts n'ont pas baissé, les salaires ont un petit peu de peine à suivre l'inflation parce qu'effectivement, les entreprises n'ont pas forcément la possibilité de suivre les augmentations puisque l'économie est quand même impactée par tout ça. Et donc, à la fin de la journée, même si théoriquement, ils ne sont pas en défaut de paiement par rapport à leur banque qui ne va pas leur dire en fait, on vous demande de réduire votre hypothèque ou on vous renégocie votre contrat, il est sûr quand même à la fin de la journée que 30 000 francs de plus à sortir, c'est quand même 2 500 francs tous les mois, quoi. Ouais, c'est clair. Bien, on n'est plus habitué à ça. Non. Effectivement, pas du tout habitué à ça. Mais de là à voir une explosion des ventes aux enchères en Suisse. Non, je pense qu'on n'y est pas encore parce que les banques ont parfaitement joué leur rôle. Enfin, la FINMA a joué son rôle avec effectivement des banques qui étaient contraintes d'appliquer les normes qui sont décidées par la FINMA. Absolument. D'un point de vue d'ailleurs, évolution des prix, on voit qu'aujourd'hui, il y a un rapport de Real Advisor qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine ou deux. On voit que les prix commencent à baisser dans quelques régions, un tout petit peu. Le pourcentage de transactions a diminué un peu à travers la Suisse. Comment est-ce que vous voyez un peu la suite, même si c'est très dur à dire? Alors moi, à titre personnel, je me permets de dire que je ne fais référence qu'aux statistiques fédérales et je ne crois pas du tout aux statistiques de Real Advisor. Donc l'algorithme utilisé est pour moi n'est pas un algorithme qui est représentatif du marché, donc je vais même pas le commenter. Parce que je pense qu'il vaut mieux prendre les statistiques de l'OFSP ou autres en termes de propriété ou autres. Les prix, personnellement, nous aujourd'hui, on les voit pas baisser. Aujourd'hui, on voit des prix, par exemple, dans les promotions qui viennent se caler grâce ou à cause des banques qui vont finalement, aujourd'hui, quand vous êtes promoteur ou développeur,
avant de lancer un projet, vous allez aller faire valider vos prix par la banque, qui va vous suivre ou ne pas vous suivre dans le cadre de votre crédit de construction, par exemple. Donc aujourd'hui, j'ai un peu envie de dire, le meilleur indicateur, c'est le banquier qui va vous dire, vous avez le droit de vendre à ce prix-là. Aujourd'hui, on voit une petite correction qui est en train de s'opérer, mais comme je vous le disais tout à l'heure, un tel problème de logement, on a encore une telle différence, même si les stocks, on les voit un petit peu augmenter aujourd'hui, puisqu'effectivement, les ventes se ralentissent. Et puis quand même, effectivement, qu'on a incité aussi à des gens à devenir vendeurs, de par les prix soutenus, mais également aussi par la charge fiscale ou la charge hypothécaire qui peut être plus haute à assumer. Bien sûr, ouais. Mais j'avais discuté avec un courtier d'ailleurs par rapport à ça. Il me disait, c'est vrai qu'aujourd'hui, les acheteurs prennent un peu plus de temps, ils réfléchissent à 2 fois, ça on l'a vu. Mais les vendeurs, par contre, sont habitués à un prix qui est élevé et ils ont vraiment de la peine à faire l'effort de baisser. Donc peut-être ça maintient aussi les prix un peu. Les corrections de marché sont des corrections qui souvent prennent du temps, où effectivement il faut, dans ces genres de périodes, rééduquer le vendeur et l'acheteur. Et c'est des périodes qui sont compliquées. Après, évidemment, c'est un métier qui, ces dernières années, a attiré beaucoup de nouveaux acteurs qui ne sont pas forcément des professionnels sur le marché. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas parler à leurs vendeurs ou leurs acheteurs et qui les conseillent mal. Donc peut-être que cette correction aussi du marché va aussi un petit peu écrémer le marché en disant on va retrouver plus de professionnels sur le marché. Mais effectivement, ces périodes de correction, elles prennent pas 1 mois ou 2 mois, elles prennent plus de temps souvent. Oui, tout à fait. Et puis il y a cette période de correction, elle est valable aussi pour le luxe, du coup, ou l'extra luxe. Ah oui. C'est un peu le même style. Ah oui. Ah ouais. Oui. C'est le même, ok. Ouais. D'accord. D'un point de vue prix de l'immobilier, maintenant en Suisse, c'est vrai que ça augmente, chaque 25 ans ça double plus ou moins. Comment vous voyez un peu la suite? Est-ce qu'il y a un plafond des prix de l'immobilier en Suisse? Alors moi j'ai arrêté de faire des pronostics par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'on a vu des prix, enfin si vous voulez, sur toute notre palette d'activités aujourd'hui, si je prends le prix le plus bas qu'on va avoir en termes de prix mètre carré PPE, on va dire, on va être allé à 4800, 4900 francs pour le prix le plus bas au mètre carré. Et puis on va monter jusqu'à 35 000. Ouais. Et puis là, on va passer par tous les stades, par toutes les régions, de 5 000 à 10 000, à 15 000, à 20 000, à 25 000, à 30, à 35 000, même à 40 000 dans certains cas. Ouais. Donc c'est extrêmement dur de faire des analyses là-dessus et surtout de faire des pronostics sur ce qui va continuer à se passer. Ouais, c'est clair. Mais au final, la Suisse, c'est toujours un peu la même problématique. C'est un pays qui est très, très petit, très densifié. Ouais. On peut pas... Pas tant que ça, en termes de densification. On n'est pas hyper densifié. On doit se densifier. Mais je vous rappelle oui, on devrait. Mais je vous rappelle qu'on a des lois qui sont passées au niveau fédéral, comme la LAT, qui nous empêchent de densifier aujourd'hui. Donc, si je prends le cadre de Genève, vous voyez, vous êtes à l'Étang, et puis en face de vous, vous avez la zone du Mandement, qui est la plus grande zone agricole de Suisse. Ouais. Et qu'on dit souvent que si on densifiait de 1% la zone agricole, on aurait réglé les problèmes de logement pour les 15 prochaines années. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, parce que si les écologistes m'entendent, ils vont bondir de leur siège. Bien sûr. Mais par contre, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire intelligemment. Je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de transition énergétique, on a des nouvelles lois qui sortent, c'est très bien. Il faut s'y conformer. Et il faut continuer à essayer d'exploiter les centres urbains, mais les périphéries aussi, pour essayer de construire intelligemment. Ouais. Mais bon, on voit aussi que dans l'évolution juridique, c'est vrai qu'on a je parle très souvent de la LAT, parce que c'est très important dans l'évolution du développement territorial de la Suisse, c'est une loi qui est très très importante. Et en 2018, on a voté ensuite la loi sur le mitage du territoire, parce que j'ai souvent des gens qui me disent, voilà, bon, ça reste une loi, donc certes, elle va pousser les gens à se rassembler vers le centre, on va forcer la densification vers l'intérieur, et donc ça limite le nombre de terrains à bâtir, ça limite, puis donc ça pousse aussi l'évolution du foncier vers le haut. Ouais. Et si le foncier prend de la valeur, les appartements prennent de la valeur, les maisons prennent de la valeur. Et puis on me disait, mais bon, cette loi, elle peut très bien changer. Elle peut très bien être radiée, et puis voilà quoi. Sauf que on a voté 3-4 ans après la loi sur le mitage du territoire, qui était la LAT puissance 10, quoi. Beaucoup plus restrictive, beaucoup plus dure. Donc on va quand même vers une évolution qui pousse vraiment la fin du mitage, quoi. La fin des nouvelles constructions sur des terrains disponibles. Donc au final, le territoire de la Suisse n'est pas si grand. Non. On a une évolution démographique qui est positive depuis très longtemps, à peu près 65 000 personnes depuis 20 ans. Ouais. Donc ça continue, on n'arrive pas vraiment à suivre d'un point de vue construction. Donc les fondamentaux font que c'est dur d'imaginer une chute des prix, c'est dur d'imaginer on va aggraver le problème. Ouais.
On va aggraver le problème et de facto, effectivement, une correction des prix n'est pas encore visible ou autre parce qu'on a une distorsion entre l'offre et la demande importante. Ouais. On n'a pas assez d'offres aujourd'hui. On a un problème de logement, qui soit locatif ou d'accession à la propriété, avec des gens qui n'arrivent pas à se loger. Ouais, tout à fait. On a vu même en Valais. Ouais. On n'a pas encore des gros problèmes. Ouais. Et même en Valais, c'est fini les loyers offerts. Ouais, fini tout à tout fait. ça. Ouais. Ouais. Ok, et les loyers sont montés. Ouais. Donc voilà, ouais. Alors, merci beaucoup, en tout cas pour l'intervention. Merci C'est à vous. très intéressant. Et puis, je suis impatient de voir comment on va continuer d'évoluer et grossir Barnes en Suisse. Merci, nous aussi. Merci Jérôme. Bonne Merci, journée. au revoir. Au revoir.